Bienvenue à toutes et tous. Je suis très content de commencer cette rencontre, cet événement. C'est un événement très spécial pour nous. C'est le premier événement public de l'Institut international de psychanalyse. Je sais qu'il y a des personnes aveugles qui nous suivent, donc je vais me présenter, faire une description. Je suis un homme à la peau blanche. J'ai une chemise noire avec des fleurs jaunes. J'ai les cheveux courts, une barbe et une moustache courte. Derrière moi, il y a un mur blanc et une fenêtre en bois fermée. Je m'appelle Benoît, je suis Benoît Le Bouteiller. Je suis psychanalyste, je suis aussi directeur de l'Institut international de psychanalyse. Bon, j'espère que tout le monde arrive à accéder à l'option de traduction sur le petit globe qui est en bas de l'écran. C'est un outil que nous utilisons pour pouvoir entendre l'événement intégralement en portugais ou en français. Nous allons donc commencer cet événement. Je voudrais avant tout remercier les personnes de notre équipe et les personnes qui participent à cet événement comme intervenants. Je voulais remercier tout d'abord mes deux chers collègues, Gabriel Dalus et Dorothée de Pau. Dorothée et Gabriel travaillent avec moi à l'Institut. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui composent notre équipe. Peut-être qu'on pourrait commencer par Dorothée. Dorothée, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, enchantée. Mon nom est Dorothée, Dorothée de Pau. Je suis belge. Je suis assise dans ma salle avec des bambous derrière moi. Je suis blonde aux yeux bleus. J'habite au Brésil. Je parle portugais, français, anglais et hollandais. Et je vais vous répondre dans le chat et par email. Et ce que vous avez comme question, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi. Je suis présente pour répondre. Merci beaucoup. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je fais partie de l'équipe de l'Institut international de psychanalyse. Également, je suis disponible en portugais, en espagnol et en anglais si vous avez besoin d'aide. Je travaille à la coordination technique de l'événement. Continuez les présentations. Il y a aussi Brune qui est avec nous, qui fait la traduction en langue des signes actuellement, qui est en train de me traduire. Merci beaucoup Brune d'être avec nous. Et il y a aussi Marcelo de Souza qui est aussi interprète. Bruna Brune est traductrice, interprète et psychologue. Et Marcel aussi est psychologue et interprète. Et il coordonne actuellement un projet au sein de l'Institut qui a à voir avec ce travail d'interprétariat. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, Marcelo? Merci, Benoît. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre? C'est la première fois que nous travaillons sur cette plateforme avec ces multiples canaux de traduction. Bienvenue à toutes et tous. Comme Benoît l'a dit, je m'appelle Marcelo. Je coordonne ce travail de traduction en langue des signes, qui est un travail novateur. Traduire le champ de la psychanalyse en langue brésilienne des signes, la Libras. Je suis très content de développer ce projet avec Brune et de travailler au sein de l'Institut dans cette direction. Ce qui apporte aussi une autre singularité de l'Institut, ce travail de traduction qui vise à élargir la traduction du champ psychanalytique
au travers de la langue des signes. Et je travaille aussi à un projet de recherche afin de percevoir les effets de ce travail de traduction et les difficultés de ce travail au sein de l'Institut international de psychanalyse. Merci beaucoup, Marcelo. Nous allons entendre maintenant, dans très peu de temps, Joseph Roussel, notre premier intervenant, et notre deuxième intervenante par la suite, qui est Barbara Guatimozim. Et il y aura un échange après avec le public, un débat. Vous pouvez poser vos questions aux intervenants au travers du chat en français ou en portugais. Si vous voulez faire un commentaire, une réaction, poser une question, vous pouvez écrire donc aussi bien en portugais ou en français sur le chat. Et il y a deux très chers collègues qui vont faire ce travail de collecte des réactions, des questions à partir du chat et qui vont formuler ces questions auprès des intervenants. Pour les questions en français, ce sera Carla Ferro. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour. Bonjour. Carla, est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vais me faire l'audio-description. Je suis une femme blanche, j'ai des cheveux longs et châtains, j'ai un vêtement blanc. Derrière moi, il y a un mur blanc et une porte en bois qui est fermée. Je suis Carla Ferro, je suis basée à São Paulo, au Brésil. Je suis psychanalyste et traductrice et chercheuse en philosophie et en psychanalyse. Actuellement, mes recherches s'inscrivent dans les axes thématiques de l'Institut international de psychanalyse. Est-ce que je peux peut-être mentionner aussi le travail de traduction, Benoît? Oui? Voilà, je veux aussi dire que j'ai eu le plaisir de traduire le premier livre qui va être publié par la maison d'édition Egere, qui est lié à l'Institut, qui est un très beau livre écrit par Guillaume Nemer, qui s'intitule Exodus, contribution psychanalytique à la doctrine de la création. Pour cette traduction, j'ai eu la chance de travailler en proximité avec l'auteur et avec l'éditeur Benoît, et j'ai aussi pu bénéficier d'une contribution très précieuse de Barbara Guatimozim que nous allons entendre aujourd'hui. Actuellement, nous travaillons aussi sur la traduction des prochains ouvrages qui seront édités et publiés par la maison d'édition Egere. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon événement à tous et toutes. Nous allons continuer pour ceux qui vont poser des questions en portugais. Nous avons une autre personne une autre collègue qui va nous aider à recueillir ces questions. Carla, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je vais faire l'audio-description tout d'abord. Je suis Carla Lim, je suis une femme à la peau blanche. Je suis habillée en noir, j'ai des cheveux bruns qui sont attachés. Derrière moi, il y a un mur jaune avec une étagère noire et de l'autre côté, un rideau blanc. C'est un grand plaisir d'être ici suite à l'invitation de Benoît. Je suis professeur du cours de danse de l'Université fédérale de Minas Gerais. Je travaille aussi dans le programme de post-licence et je fais des recherches qui sont liées à cette relation entre l'art et les processus créatifs et la psychanalyse. Et je vais bientôt coordonner un groupe de recherche au sein de l'Institut, l'Institut international de psychanalyse, qui sera justement lié qui va justement travailler sur cette relation entre processus créatif et psychanalyse.
Actuellement, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine sur le buto et sur certains artistes liés au buto avec qui j'ai pu travailler au Japon au cours des 4 dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons un petit problème technique qui est un problème assez embêtant. Nous avons une limitation de 100 personnes. Nous avons normalement toutes les conditions techniques pour recevoir jusqu'à 500 personnes dans cette salle virtuelle. Nous avons près de 500 personnes inscrites sur cet événement et à cause d'un problème technique sur Zoom, nous n'arrivons pas à recevoir actuellement plus de 100 personnes. Bon, c'est un problème très embêtant. Nous allons essayer de trouver une solution, mais je propose que nous continuions. Donc, comme vous l'avez compris, cet Institut international de psychanalyse a plusieurs groupes de recherche, intègre plusieurs groupes. Nous allons présenter au cours d'autres événements ces groupes de recherche et nous allons aussi commencer une formation en septembre, notre première formation en psychanalyse, qui est une formation d'une durée de 2 ans, qui sera intégralement traduite en français et en portugais, comme l'événement actuel, qui va recevoir des professeurs, d'excellents professeurs, des professeurs hors du commun, des personnes venues de plusieurs pays, venues de 4 continents en réalité, qui ont des personnes qui ont ce dénominateur commun de travailler à partir des découvertes de Freud, à partir de l'œuvre de Lacan. Et cette formation va commencer au mois de septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et aujourd'hui, nous allons entendre deux professeurs qui vont travailler dans cette formation. Et nous allons commencer avec Joseph. Joseph Rosel. Bonjour. Bom dia, Joseph. Caro Joseph. Bonjour. Bonjour. Joseph, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir, de te recevoir avec nous aujourd'hui. Tu es français, tu es un psychanalyste basé en France, tu es une référence pour beaucoup de personnes en France et aussi au-delà de la France. Tu as toute une carrière extrêmement riche. Tu as créé plusieurs institutions. Tu es une figure incontournable dans le champ de la formation en psychanalyse en France. Tu as écrit un très grand nombre de livres. Je n'arriverai pas à les énumérer ici. Je ne sais même pas dire combien de livres tu as écrit et publié. Tu es aussi poète. Joseph le sait parce que je lui ai déjà dit personnellement plusieurs fois, lorsque j'étais très jeune, lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'ai découvert l'œuvre de Lacan et l'œuvre de Freud, j'ai découvert aussi le travail de Joseph à cette époque. Et cette lecture a été déterminante pour moi dans ma formation, dans mon parcours. Il a une très grande capacité de transmettre. Une très grande capacité de transmission. Il a écrit des livres de vulgarisation dans le bon sens du terme qui ont beaucoup influencé, qui ont influencé plusieurs générations. Joseph, sois le bienvenu. Je vais te passer la parole. Bien, merci Benoît. C'est bon, vous m'entendez? Ça va? Bon. Peut-être, je sais qu'il y a des personnes qui sont malvoyantes, donc je vais donner un petit peu à voir pour ceux qui ne voient pas, justement. Donc, je suis un homme blanc à peu près, enfin bon, les cheveux plutôt grisonnants parce que je suis pas tout jeune quand même, hein. Une queue de cheval, une chemise noire, un blouson sans manches, je dirais brique, si on veut. Et
Voilà, le décor, bah, il se trouve que je suis en vadrouille, que je suis chez ma sœur dans une chambre d'enfant d'où différents objets un peu hétéroclites. Je vois un petit bateau là dans le fond, voilà. Benoît l'a dit, donc je suis psychanalyste, écrivain. J'ai écrit, je ne sais plus, 35 ou 36 ouvrages. Je dirige plusieurs collections chez des éditeurs et j'ai aussi un centre de formation en direction de travailleurs sociaux qui est appuyé sur la théorie analytique de Freud et Lacan. Voilà, je vais essayer de partager avec vous ma réflexion autour de la question qui a été posée par les organisateurs. D'abord, un grand coup de chapeau, si je peux dire, à Benoît Le Bouteiller et à toute l'équipe du parti qui est réunie aujourd'hui, et toute l'équipe de l'Institut international de psychanalyse. Et je me disais que l'IIP, on pourrait pratiquement la sous-titrer comme institution de l'impossible en psychanalyse. Voilà, ça ferait à peu près le même sigle. Créer un nouvel institut de psychanalyse avec un but avoué de formation, je cite, c'est dans la présentation, hein, une formation psychanalytique pertinente, complète et approfondie, eh bien, je trouve que c'est gonflé. D'autant plus que la transmission s'avère impossible. On pourrait presque dire que la transmission de la psychanalyse, c'est la transmission de l'impossible, c'est-à-dire du réel. Freud nous avait déjà mis la puce à l'oreille en 1925. Diriger, éduquer, psychanalyser relève de l'impossible. En 1937, dans Analyse finie, Analyse infinie, lorsqu'il revient sur cette assertion, c'est pour préciser que s'il y a de l'impossible dans ces métiers, eh bien, c'est parce que on est sûr d'un résultat insuffisant. Comment dit, transmission de la psychanalyse, qu'elle soit de la psychanalyse ou de la politique ou de l'éducation, emporte son poids de perte et de ratage. Donc, je salue la tentative vouée à la perte de l'Institut de mettre au travail cet impossible réel qui trouve toute tentative de transmission. Si la transmission de la psychanalyse est impossible, cependant, assure Jacques Lacan, ce qui se transmet, c'est la formule. D'aucuns en ont inféré qu'on allait dépasser cet impossible en répétant, tels des mantras tibétains, les formules léguées par Lacan. Vous connaissez certaines, l'inconscient est structuré comme un langage, un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, etc., etc. Ce côté de l'impossible est repartir de ce qui se formule et non de quelques fétiches invocatoires qui frisent la débilité. N'oublions pas que Lacan tâtonne, cherche, bricole, tourne autour du pot, parfois pendant des années, avant d'aboutir à cette précipitation, cette condensation qui se dépose en une dite formule, un mathème, une figure topologique. En brayant sur la phrase de Lacan, je dirais que ce qui se transmet de la psychanalyse, c'est la formulation. Autrement dit, la façon dont chacun la formule. Question de style et d'énonciation. Alors, je pose comme question les organisateurs de cette rencontre, c'est quoi la psychanalyse à partir de l'orientation lacanienne? Eh bien, je répondrai tout de go, sans tergiverser, à la façon dont Lacan nous le dit dans son ultime séminaire intitulé Le moment de conclure, pardon, après avoir balayé l'objection courante, à savoir que la psychanalyse n'est pas une science, simplement parce que, en suivant les indications de Karl Popper, elle n'est pas réfutable en tant que telle. Bien, Lacan, dans ce dernier séminaire, dans les tout premiers mots de ce séminaire, affirme que la psychanalyse est une pratique de bavardage. Bon.
Voilà donc beaucoup de chemin et un grand chemin parcouru entre le premier Freud, à qui Bertha Pappenheim, on appelait Anao dans les 5 psychanalyses, confiait que l'analyse était une talking cure, c'est-à-dire une cure de parole, et même une chimney sweeping, c'est-à-dire un ramonage de cheminée. Eh bien, que de chemin parcouru jusqu'au dernier Lacan, qui réduit la parole au rang, je cite, au rang de baver, de postillonner, à la sorte d'éclaboussement qui en résulte. Une pratique de bave hors d'âge. Ai-je osé formuler il y a quelques années dans un article paru dans la lettre mensuelle de l'école de la cause freudienne. Dès le séminaire, ou pire, en 1972, ce que Lacan reprend quelques mois plus tard dans L'étourdi. Il avait annoncé la couleur. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Il introduit donc une différence radicale, une division radicale entre le dire et le dit, l'énonciation et l'énoncé, le dire est à entendre comme excrétion corporelle. Ça bavarde, ça bavasse, ça bave, ça postillonne. Surtout par les temps qui courent, vous voyez que la question du postillon a plutôt mauvaise presse. Hein. Donc c'est à entendre comme mode d'expression d'un corps parlant et jouissant. La parole, ça grouille de jouissance. En fait, c'est la règle fondamentale qui en impose le régime. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Depuis Freud, c'est toujours la formule qu'on répète d'une façon ou d'une autre. Mais en gros, ça veut dire dites toutes les conneries qui vous viennent. Hein. Bon. Il semble que bavarder, bavasser et tous les mots qui y sont associés dans la langue aient pour origine le baba, du babil enfantin. Un éclaboussement sur les choses de la matière sonore prélevée sur le corps maternel. Cette jubilation infantile, cette jouissance de la langue, comme dit Lacan, qui fait se confondre mots et choses, eh bien l'analyste invite l'analysant à en laisser se dévider le ruban incessant. C'est dire à Lacan la crachose freudienne. La crachose freudienne. Ça crachouille. Quels sont les faits que la clinique psychanalytique, se demande Lacan, lors de l'inauguration de la section clinique à Paris le 5 janvier 1977. Voilà ce qu'il dit. C'est pas compliqué. Elle a une base. La clinique psychanalytique, c'est ce qu'on dit dans une psychanalyse. On ne peut pas faire plus simple. Et c'est justement quelques mois plus tard qu'il précise que ce qu'on dit dans la psychanalyse, eh bien, il s'agit d'une pratique de bavardage. Mais c'est l'analysant qui est invité à cette pratique de bavardage. Il bavarde autant qu'il peut. Lacan ajoute, il fait même de la poésie quand il y arrive. Il est art. L'analyste, lui, ne bavarde pas. Il tranche aussi. Il tranche ce qui est coupure. Il faut donc le bavardage de jouissance du côté analysant, le blabla, pour que l'analyste opère par un acte cette matière. Association dite libre d'un côté et attention inattentive de l'autre. Attention inattentive qui très souvent est repris, et même le plus souvent repris, dans la formule l'attention flottante. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Le terme qu'utilise Freud est un terme avec une espèce de contradiction interne. C'est pour ça que je le traduis par attention inattentive. L'acte analytique coupe, découpe, trie dans le ruban verbal qui sort de la bouche de l'analysant. Cependant, l'analyste laisse venir le savoir du bavardage. C'est pourquoi Lacan insiste d'emblée dans ce séminaire ultime, aucun bavardage
n'est sans conséquence. La coupure se produit à l'endroit de l'équivoque, par le stoppage en plein milieu d'une phrase, l'intervention inopinée, voire incongrue de l'analyste, un grognement, la levée de la séance, etc. Dans son premier séminaire, séminaire 1, Lacan l'associe au geste du maître zen qui passe derrière les méditants, qu'il frappe de son bâton pour les réveiller. Le maître, dit Lacan, interrompt le silence par n'importe quoi. Un sarcasme, un coup de pied. À l'époque, Lacan fixe précisément pour tâche à l'art de l'analyste de réintroduire le registre du sens, non sans suspendre les certitudes du sujet. Là, comment il s'exprime. Et là aussi, on observe chez Lacan, entre le premier séminaire et le dernier, eh bien, on observe un déplacement puisque dans ces derniers séminaires, il ne s'agit plus d'extraire du sens, c'est selon la voie frayée par Freud du décryptage de l'inconscient, mais de faire advenir du non-sens. Dans cette opération, le dire et le dit s'en trouvent disjoints, le mot s'arrache et s'affranchit de la chose. Nous en avons dans la littérature un exemple tout à fait emblématique. Philippe Solers publie en 1981 son roman Paradis. Le texte se présente sans aucun signe de ponctuation, sans majuscule à l'entrée des phrases, etc. C'est un ruban de lettres et de mots sans aucun point d'arrêt qui prolifère à jouissance que veux-tu. Ça n'a aucun sens. Solers se prévient. Je cite Solers. Pourquoi pas de ponctuation visible? Parce qu'elle vit profondément à l'intérieur des phrases, plus précises, souples, efficaces, plus légères que la grosse machinerie marchande des points, des virgules, des parenthèses, des guillemets, des tirets. Ici, on ponctue autrement, poursuit Solers, et plus que jamais, à la voix, au souffle, aux chiffres, à l'oreille. On étend le volume de l'éloquence lisible. Fin de citation. Il s'agit donc dans la lecture de ce roman, Paradis, comme dans l'acte analytique, d'introduire dans ce ruban de jouissance des ponctuations, des signes diacritiques, des coupures signifiantes. Il s'agit de sortir du magma. Solers se propose de ponctuer dans le texte, là je reprends sa citation, je trouve qu'elle est très très juste, qui vaut aussi pour l'acte analytique, de ponctuer à la voix, au souffle, aux chiffres, à l'oreille. De même, l'analyste opère des coupures sur le texte qui ne cesse de se dévider. Il en produit une lecture. Il ponctue. Il entaille le texte du bavardage pour en faire advenir les nerveux. Coupure est un mot issu du bas latin colpus, lui-même dérivé de colafus, qui désigne un coup de poing, un soufflet. Et ce mot a pour origine un mot grec, kolaphos, qui a le sens de coup sur la joue, entaille, coup de bec. Alors, pour illustrer la chose, prenons, pour en faire la monstration, si vous voulez, la bande de Möbius. Si tout le monde ne connaît pas, je vais en faire une démonstration assez visible, si j'ose dire. Bon. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'en donner une manifestation tout à fait visible. Dans la séance du 15 décembre 1965, de son séminaire inédit d'ailleurs, l'objet de la psychanalyse, Lacan nous en livre le mode d'emploi de cette bande de Möbius. La bande de Möbius, dit-il, c'est une surface telle que la coupure qui est tracée en son milieu soit elle-même une bande de Möbius. La bande de Möbius, dans son essence, c'est la coupure même.
Voilà en quoi la bande de Möbius peut être pour nous le support structural de la constitution du sujet comme divisible. Je souligne cette phrase, je la répète parce que c'est une des clés, à mon avis, de l'enseignement de Lacan. Le support structural de la constitution du sujet comme divisible. Je prendrai donc la bande de Möbius comme continuum de jouissance du corps parlant, impulsé par le bavardage de l'analysant. L'envers vaut l'endroit et aucune distinction n'apparaît. Alors là, je vais prendre le matériel et il faut que je me débrouille pour que vous puissiez le voir. Est-ce que c'est visible comme ça? Alors, la bande de Möbius, je pense que, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous la montre. C'est très simple, il suffit de la tordre sur un quart de tour pour produire cette bande qui est comme ceci. Et si vous prenez votre stylo, effectivement, que vous faites le tour de la bande, vous verrez que là où on avait deux côtés au départ, eh bien, là où la bande était unilatère, maintenant on a un seul côté. Et sur cette bande, il y a deux types de coupures. Une première coupure qui est très longue parce qu'il faut faire 2 fois le tour de la bande pour arriver à couper. C'est une coupure, on peut dire, qui ne coupe pas, justement. C'est une fausse coupure. C'est, par exemple, lorsque l'analyste se met lui aussi à bavarder, lorsqu'il se met à expliquer, lorsqu'il essaye de comprendre, en gros, lorsqu'il fait le malin. Et pas franc du collier, cette coupure. Ce qui en résulte, vous allez voir, eh bien, ne fait qu'accentuer et nourrir la jouissance. Elle fait apparaître une nouvelle bande de Möbius, articulée, accrochée à une autre bande. Alors, je vais vous en faire la démonstration. Je crois que c'est encore le plus simple. Je vais couper pour cette fausse coupure. Regardez, j'ai mis un trait. Hein, je vais couper sur le côté de la bande. Vous allez voir comment cette coupure est très très longue. Elle est obligée de tourner 2 fois autour de la bande. J'entends d'ailleurs, je le perds en route tellement c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis obligé de montrer à l'écran en même temps. Hein. Et je crois que je vais y arriver. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai produit. Hein, vous voyez, ici, j'ai à nouveau une bande de Möbius et ici un deuxième anneau. Autrement dit, j'ai produit un peu plus d'embrouille qu'au départ. Je ne sais pas si tout le monde voit. Alors maintenant, je vais vous proposer, qui à mon avis relève de la coupure analytique, une deuxième coupure qu'on pourra appeler justement la vraie coupure. Cette vraie coupure, j'ai mis un trait, je ne sais pas si tout le monde le voit, au milieu de la bande, hein, comme le précise Lacan, en son milieu, au beau milieu, si vous voulez. Et vous verrez que lorsqu'on coupe, eh bien, cette coupure tranche en faisant un seul tour. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et elle introduit une division radicale dont vous allez pouvoir juger, sur la bande, évidemment, mais aussi chez le sujet et chez l'analyste. En effet, l'analyste opère par un acte où il est totalement absent. En effet, et vous trouvez ça dans l'acte analytique, autre séminaire qui est inédit, le 29 novembre 1967, voilà ce que dit Lacan, c'est une dimension commune de l'acte de ne pas comporter dans son instant la présence du sujet. Donc, on ne pourrait même pas dire, je vais vous le montrer, que l'analyste coupe, on pourrait simplement dire, en s'appuyant sur la bande de Möbius, que ça coupe. Voilà, je vais vous en faire la démonstration. Donc, on reste
en plein milieu de la bande. Et vous voyez, je ne fais qu'un seul tour. Et ce que j'ai produit, c'est une bande, vous pouvez prendre un crayon, qui à nouveau a deux côtés. Une bande qui a produit la division. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions et des remarques, ou simplement des échanges qui s'avèrent possibles, ça, je suis tout à fait preneur. Voilà, écoutez, je vous remercie. Bom, merci beaucoup, Joseph. Muito obrigado, Joseph. Muito obrigado. Então, merci beaucoup, Joseph. Oui, comme l'a dit Joseph, il est tout à fait possible de poser des questions, d'émettre des réactions, des commentaires. Ici même, sur le chat, vous pouvez inclure vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à formuler des questions, que ce soit en français ou en portugais. Nous allons pouvoir avoir cet échange, ce débat avec toi, Joseph, bientôt. Mais je vais d'abord passer la parole à Barbara Guatimozim. Et ensuite, après sa présentation, nous allons avoir un temps de débat et d'échange avec le public. Barbara, est-ce que tu es avec nous? Oui, Benoît. Bon. Joseph, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Très bien. Barbara, alors, sois la bienvenue parmi nous. Pour nous, c'est un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir ici. Barbara est psychanalyste, elle est brésilienne, elle habite et elle travaille à Belo Horizonte, la capitale de l'État de Minas Gerais. Barbara a travaillé beaucoup travaillé sur le thème de la connexion de la psychanalyse avec l'art. Elle a beaucoup travaillé, notamment à partir de l'œuvre de Kafka. Et il faudrait beaucoup de temps pour décrire tout le parcours, le riche et beau parcours de Barbara. Barbara, je vais te passer la parole. Et elle est notre deuxième intervenante. Et tout comme Joseph, elle fait partie de l'équipe des professeurs de la formation de l'Institut international de psychanalyse, formation qui va commencer en septembre et qui sera entièrement bilingue en français et en portugais. Chère Barbara, sois la bienvenue et la parole est à toi. Merci Benoît. Je voulais tout d'abord remercier Benoît pour cette invitation à venir inaugurer les travaux de l'Institut. Bon, je suis actuellement dans ma maison, sur ma véranda. C'est le lieu où je travaille actuellement dans le contexte de la pandémie. J'évite au maximum les sorties dans le contexte sanitaire actuel. Cela fait plus de 30 ans que je travaille dans le champ de la psychanalyse. Comme Benoît l'a dit, je m'intéresse beaucoup au thème des intersections, des relations entre la psychanalyse et l'art, et aussi en lien avec d'autres disciplines, d'autres savoirs. Je pense que cela a influencé, sans aucun doute, mes thèmes de recherche. J'ai trouvé la présentation de Joseph très intéressante. Benoît, récemment, dans un de ses séminaires de questions et de réponses, a répondu à une personne qui a posé la question suivante. Pourquoi tant de théories et peu de cliniques? Et Benoît a répondu de cette façon en disant, dans la psychanalyse,
ces choses ne sont pas séparées. Et Joseph, par exemple, nous a parlé aujourd'hui de la praxis de la topologie. Pour ma part, j'ai intitulé mon texte « Lacanienne, la psychanalyse de la praxis de la théorie ». C'est ainsi que Lacan va définir l'éthique. Ce sont donc des choses qui sont nouées. La clinique, la théorie et l'éthique. Je vais travailler à partir de deux citations de Lacan, en pensant que cette rencontre aujourd'hui entre nous est aussi un hommage aux travaux de Jacques Lacan. Une éthique s'annonce, convertie au silence par la venue, non de l'effroi, mais du désir. Et la question est de savoir comment la voie du bavardage de l'expérience analytique y conduit. Une éthique est à formuler qui intègre les conquêtes freudiennes sur le désir pour mettre à sa pointe la question du désir de l'analyste. Entre ces deux phrases, l'une vient du rapport sur le Daniel Lagache et l'autre liée à la direction un texte lié à la direction du traitement. Entre ces deux phrases, le fil du désir élabore son tracé à partir d'une voie éthique s'éloignant de la morale du surmoi jusqu'au lieu où ce désir, mis en lumière par Freud, depuis l'analysant, atteint l'analyse en devient cause. Atteint l'analyste en devenant cause. Lacan construit fondamentalement sa théorie à partir d'une posture de dénonciation des déviances et dégradation de la psychanalyse. Tout le temps, il élabore une critique assidue qui met les analystes en porte-à-faux, en réhabilitant le fil coupant de la vérité freudienne. Il interroge ainsi, infatigablement, les réponses conformistes de son temps, face à un réel qui ne cesse d'insister et d'interroger. La dénonciation et la critique assidue intègrent ainsi une partie de l'orientation lacanienne dans l'écoute proche, très proche, dupe du réel. Il s'agit d'une écoute docile auprès du réel. La psychanalyse dépend de cela, et cela, le réel, continue à insister. Actuellement, nous pouvons dire qu'il hurle, l'abrupte du réel. Une expression de Lacan. En suivant Lacan, nous voyons donc son bistouri analytique mettant en évidence les déviances de l'intention scientifique au sein des variantes de la cure type et dénonçant aussi une éthique individualiste prescrite par la psychanalyse nord-américaine qui visait, tant dans la formation des candidats à l'analyse que dans le traitement, un idéal d'harmonie adaptative, harmonie ajustable, que ce soit par une orthopédie pulsionnelle ou par la conformité au groupe. Sans oublier l'évaluation imaginaire de la formation à partir d'un savoir accumulé et non à partir de ce qui met ce savoir en mouvement. La conception lacanienne du sujet désirant a des conséquences très fortes sur le collectif. La distinction entre une société basée sur le langage et une société animale, selon Lacan, présuppose de considérer le fait que l'échange qui caractérise la première, la société de langage, repose sur des fondements distincts des nécessités primaires qui doivent être satisfaites. Lacan va nous dire que cette distance ethnologique, cette distinction, a une portée très ample, au point de refuser que l'on définisse cette société comme un ensemble d'individus, tandis que l'immixtion des sujets produit en elle un groupe ayant une structure bien singulière. Il sépare ici ce qu'est une communauté de sujets et une collection d'individus.
Pour Lacan, il est clair qu'il faut prétendre à une éthique non individualiste qui ne préconise pas une harmonisation psychologique, success and happiness, ni une morale rationalisante ou normalisante qui donne comme réponse pour le bien-être un rapport juste au réel. Une adaptation donc, puisqu'il est impossible ce succès, comme le dit Joseph, ce succès est impossible, c'est toujours un échec, et cet impossible exige la loi du surmoi, qui en demande toujours plus jusqu'à l'impossible. C'est ce que nous pouvons voir en observant le sujet qui souffre lorsqu'il se soumet aux injonctions du surmoi. Donc n'importe quelle promesse de bonheur à atteindre par le travail auquel nous sommes dédiés, qui s'ouvre à ceux qui viennent nous voir par une promesse miraculeuse d'un bien ultime à atteindre, ne peut être qu'une imposture. Cette caricature d'un bonheur total, qui est une expression que nous entendons beaucoup actuellement, cette idée de totalité du bonheur. N'importe quelle idée de bonheur total ne résout pas pour chacun, dans ce court espace de temps entre sa naissance et sa mort, le rapport actuel de chaque homme avec son propre désir, comme le dirait Lacan. Différemment, au contraire, l'analyste doit consentir à la demande et au transfert, les soutenir sans les confirmer. C'est dans la rencontre avec le désir de l'autre, désir qui est une offre qui va au-delà des nécessités de l'infance, que Lacan, travaillant avec le schéma optique, dessine une variation d'expérience de satisfaction qui en réalité est une expérience d'insatisfaction, puisqu'elle est une rencontre avec le désir. Cette expérience qui permet au sujet d'assumer, à la fin de l'analyse, sa valeur élective, face à laquelle le sujet s'efface comme personne, en se réalisant dans le fantasme comme désir. Pour accéder à ce point, situé au-delà de la réduction aux idéaux du sujet, c'est comme objet petit a du désir, comme ce qu'il a été pour l'autre dans son érection de vivant, que le sujet est appelé à renaître pour savoir s'il veut ce qu'il désire. Je cite ici Lacan. C'est ce type de vérité que Freud, avec l'invention de l'analyse, a mis en lumière. Ceci est un champ dans lequel le sujet, par sa personne, doit travailler à la sauvegarde de son désir. Et c'est en cela que la psychanalyse appelle à une révision de l'éthique. En ce point, cette citation est dans le rapport d'observation sur Daniel Lagache, rédigé par Jacques Lacan. Et c'est aussi dans ce texte que Lacan répond à l'impératif freudien, en disant « En ce point, je dois venir à la lumière, devenir », qui est le devenir moral freudien, en quelque sorte. Comment donc, à partir de cette question qui a été posée sur l'orientation lacanienne de la psychanalyse, comment différencier donc les lignes de psychanalyse post-freudienne et l'approche lacanienne? Nous pouvons donner à cette question plusieurs réponses, mais fondamentalement, il me semble qu'on ne peut répondre que par une question de principe, une éthique, et non pas n'importe quelle éthique, quelque chose qui n'a pas été pensé avant. Ce n'est pas une éthique utilitariste, ce n'est pas une éthique humaniste. Et ici, la portée est très ample. D'ailleurs, il est curieux de se souvenir que Thomas Szasz a écrit une éthique de la psychanalyse en 1962, 2 ans après le séminaire de Lacan de 1960,
en parlant de l'éthique de la psychanalyse comme une éthique humaniste, une rencontre de personne à personne, très éloignée de ce que nous entendons ici quand nous parlons d'éthique. En problématisant dans le séminaire 7 la demande de bonheur et la promesse analytique, Lacan travaille d'une façon freudienne à une éthique qui oriente chacun à se débrouiller, puisqu'il n'y a pas une règle qui puisse s'appliquer à tous. Il n'y a pas de règle de bonheur ou de félicité qui s'applique à tous. Ce bonheur, donc, si le bonheur tourne autour du phallus, nous savons depuis Freud que nous ne pouvons pas le détenir. Nous ne pouvons pas l'être. Nous pouvons seulement l'avoir de façon sporadique et précaire. Si la problématique du bonheur ne se résout pas avec l'incarnation ou la possession du phallus, ce ne sera pas non plus par la voie de l'amour génital que nous trouverons le bonheur. La jouissance, tandis qu'elle se répète, mène toujours au manque. Ce que l'analyste peut donner, ce n'est rien d'autre que son désir. À la différence du partenaire amoureux, ce qu'il a, ce n'est rien d'autre que son désir, comme l'analysé, à ceci près que c'est un désir averti. Un désir averti de la castration, du fait que l'on ne peut pas tout faire, du fait que l'on ne peut pas désirer l'impossible. Et c'est exactement la farce que le discours capitaliste nous propose. Possibilité de désirer l'impossible. La question du bien suprême apportée par Aristote s'oppose de façon ancestrale, mais l'analyste sait que ce bien suprême n'existe pas. Il est clair qu'il ne peut pas être possédé. Avoir mené une analyse à son terme, c'est avoir rencontré cette limite dans laquelle toute la problématique du désir se pose. Et c'est ce désir qui peut rendre la vie non pas plus heureuse, mais beaucoup plus intéressante. Dans un entretien, Caligaris, un psychanalyste qui nous a quittés récemment, disait en 2019 qu'il ne voulait pas être heureux, mais il voulait avoir une vie intéressante. Et cela a provoqué plusieurs échos ici au Brésil. En le disant d'une autre façon, pouvoir jouir de la vie à sa propre façon se constitue finalement comme une loi propre. La question de Lacan dans le séminaire de l'éthique, as-tu agi conformément à ton désir? Lacan le demande en faisant une révision de l'éthique à laquelle la psychanalyse nous mène, le rapport de l'action avec le désir qui l'habite. Là où Aristote mène l'éthique du tempérament dans la mesure du possible, nous reconnaissons l'impossible de notre désir. Kant, lui, ne se préoccupe pas de ce que l'on peut ou ne peut pas. Mais il propose l'inconditionnel de l'obligation, le tu dois, dans lequel le Sade impose la jouissance. La jouissance comme loi universelle. Ce champ nous laisse dans le vide que nous reconnaissons comme condition du désir. Notre expérience pointe vers une mesure infinie et incommensurable comme lieu du désir. Lacan propose donc une révision ample de la question éthique qui, selon moi, va bien au-delà de la psychanalyse, et il prétend soutenir ce qui n'a jamais été soutenu. La question d'une éthique du désir qui peut être posée seulement à partir du contexte analytique et qui s'oppose à l'éthique traditionnelle, aristotélicienne, mais aussi qui s'oppose aussi à la morale kantienne et à la morale sadienne. Et c'est parce que nous savons mieux que ceux qui nous ont précédés reconnaître la nature du désir qui est au cœur de cette expérience qu'une révision éthique est possible. Il nous parle toujours de révision de l'éthique.
En plaçant le désir au centre, Lacan resitue et réduit d'une façon logique le sentiment de culpabilité. Selon moi, ce sentiment est pratiquement élevé à une variation de l'affect de l'angoisse, et ce dans le séminaire de l'éthique. La culpabilité, résultant du parricide dans Totem et Tabou, et de l'héritage de l'Oedipe, sous la forme de la loi du supermoi, la culpabilité représentée par le péché de la religion, fruit de la désobéissance dans la perspective du devoir, dans l'orientation lacanienne, elle est remise à sa place comme l'indice véritable d'avoir cédé à l'endroit de son désir. Le lieu angoissé où le sujet se trahit. Et comment le sujet se trahit-il? C'est quelque chose que nous pourrions énoncer comme cela. Faisons comme tout le monde. Empruntons la voie habituelle. Mais la trahison peut être tragique. Dans l'exemple de Lacan, toujours dans le séminaire de l'éthique, ce qu'il va répéter dans la proposition de 1967 et dans le discours à l'EFP, l'école freudienne de Paris, ce sont les remords de Oppenheimer, un des inventeurs de la bombe atomique, et la dénonciation de la condition déviée du désir dans une course aveugle vers le savoir, une course financée par le capital. Récemment, nous avons pu voir véritables massacres familiaux à partir d'un désir de fête de personnes durant la pandémie, qui fait que la culpabilité qui reste de tout cela, des gens mouraient après des fêtes de famille, ici au Brésil. La culpabilité qui reste doit être interrogée sous l'angle de la trahison du désir lui-même. En offrant un lieu nodal au désir, Lacan repositionne le lieu de l'analyste qui différencie du point de l'action contre-transférentielle, qui serait personnelle, l'analyste comme personne, le transfert de l'analyste. L'analyste régit son opération par le désir, un désir non pur, mais un désir de différence absolue, rectifiant ainsi sa neutralité supposée. Face à cette réorientation de Lacan, nous pouvons comprendre pourquoi celui qui opère dans l'analyse lacanienne n'est pas libre dans sa politique. Il est pris dans le manque à être qui régit le désir de l'analyste. Et c'est avec cela qu'il opère. Un désir qui provient de cette éthique dans un tour de plus qui vide le lieu de la cause. En mettant en jeu ses paroles, sa personne, son jugement, sa jouissance, l'analyste travaille avec le transfert du lieu du vide de l'être pour pouvoir opérer l'acte et libérer le sens à partir de ce qui est équivoque. Et ici, là où des jeunes analystes demandent des règles techniques, c'est là qu'il y a plus de liberté. On peut imaginer ici des interventions diverses, des paroles moins conformes, des semblants variés, des sessions régies par un temps logique, des performances, à partir du moment où elles ne servent pas au narcissisme personnel de l'analyste. En reprenant ici, donc les premières critiques et les orientations de Lacan quant au principe de l'action analytique, il propose une éthique ni individualiste, une psychologie du moi, ni une politique du bonheur qui prescrirait le bien pour tous ou l'impératif pour tous, comme Kant et Sade. Nous avons ici donc une éthique du bien-dire, comme il le dit dans la télévision, qui extrait les conséquences du désir, non pas l'héritage maudit d'Oedipe qui doit être traité dans l'analyse, notre matière première quotidienne. Donc, en dépassant les injonctions du surmoi, sa folle loi, nous avons donc une éthique basée sur la loi du désir
qui libère sa cote de jouissance singulière, sans laquelle cette éthique ne pourrait pas avoir de fondement, puisqu'elle n'est pas, d'aucune façon, une ascèse absolue. Ou elle est une ascèse freudienne, mais pas une ascèse absolue. Pourtant, ce que l'analyse orientée par la loi du désir constate toujours, c'est qu'il est plus commode de s'assujettir à l'interdire du devoir par la crainte, donc s'assujettir au surmoi, que de se soumettre au réel de la castraction. Dans l'époque que nous vivons, où nous assaille une politique qui libère dans le capitalisme sa plus terrible sauvagerie, politique prédatrice, notamment dans le contexte brésilien, là où tout est rapide, il n'est rien de plus subversif qu'une analyse qui, dans son éthique, permet au désir d'élaborer, avec calme et rigueur, son travail d'orfèvre, la recherche de sa différence, de sa singularité. Une éthique qui est le début, qui est le milieu, et aussi résistance. Est-ce que nous pensons réellement que nous réalisons avec force le pacte social ou la portée civilisatrice de l'éthique lacanienne? Voilà, ce sont les réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Barbara, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la richesse de ta présentation qui dialogue fortement avec plusieurs points soulevés par Joseph. Merci beaucoup à vous deux. Encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, nous nous excusons. Nous avons eu quelques problèmes techniques dans le cours de cet événement qui ont compliqué un petit peu le début du déroulement de l'événement, mais c'est ça arrive. Cela ne nous empêche pas de profiter de la richesse des paroles de nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Sans plus d'attendre, je pense que nous allons passer la parole au public. Vous pouvez, encore une fois, je le répète, partager avec vous vos commentaires, vos questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Nous allons commencer avec les questions en portugais, si cela vous va. Carla, est-ce que nous avons reçu plusieurs questions, plusieurs commentaires? Oui, tout à fait, Benoît. Nous avons une question de Tatiane qui demande une recommandation à partir d'où est-ce qu'elle pourrait commencer ces lectures de Jacques Lacan. Il y a aussi une question de Guilherme. Je vais rassembler ces deux questions ensemble. Guilherme, lui, demande qu'est-ce que serait une formation de 2 ans si la proposition de la psychanalyse est une formation continue. Il problématise ici cette question, cette proposition de la formation de 2 ans qui est proposée par l'Institut. Plus tard, je partagerai d'autres questions. Merci beaucoup, Carla, et merci à ceux qui ont posé des questions. Qui voudrait commencer à répondre, à commenter ces questions? Barbara, Joseph? Je peux essayer de répondre de ma façon, mais il me semble que Benoît, qui est quand même un petit peu responsable de cette idée de formation, pourrait répondre de son point de vue aussi. Barbara a sûrement une idée. Bon, si je réponds comme ça, brut de décoffrage, on balaye la question assez rapidement. C'est-à-dire que ce que nous dit Lacan, c'est qu'il n'y a pas de formation du psychanalyste, il y a des formations de l'inconscient. Bon. Donc du coup, effectivement, la formation, c'est scoltiner le boulot sur le divan. Alors après, il me semble que ce qu'a voulu mettre en œuvre Benoît et ses collègues, c'est comment on peut étayer cette formation sur le divan par un certain travail sur les textes, les concepts, etc.
Mais moi, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ce serait une totale illusion de dire on va vous donner un beau diplôme dans 2 ans, vous verrez, vous serez psychanalyste, etc. Je veux dire, ce serait une supercherie. Je ne crois pas que ce soit. J'ai pas entendu que c'était l'idée de Benoît, sinon je ne vraiment pas rentrer dans cette combine parce que ça ne tient pas la route 5 minutes. Alors, si la formation du psychanalyste, c'est les formations de l'inconscient, bah, évidemment, c'est une formation permanente. Ça, parce que la question de la conscience, là, on s'acoquine dans la cure, mais aussi après. Et voilà, bon, peut-être que Benoît pourra apporter des précisions. En tout cas, c'était mon point de vue sur ces histoires de formation. Je ne sais pas si Barbara veut ajouter quelque chose. Eu concordo com o José. Je suis tout Né? à Eu fait acho que é d'accord avec é ce uma que questão para Joseph o a Benoît dit. também. Je pense que c'est une question qui est posée aussi à Nossa Benoît. formação está longe de se reduzir a Cette 2 anos. formation, notre formation ne peut pas être réduite à 2 ans. Com Et elle certeza. commence sur le divan, c'est sûr. De fato, eu acho que De uma fait, pergunta para mim, je pense que mas c'est une eu question acho que é uma qui est pergunta tournée para vers o moi, psicanalista. mais je pense que c'est une question qui est Não, posée mas aux eu psychanalystes. formulei uma pergunta para você, Barbara. D'une certaine façon, c'est aussi une question qui É uma s'adresse à vous. pergunta para C'est une question analista. qui se pose Porque é uma à questão un sobre a analyste, questão do desejo do analista. puisqu'elle renvoie à la question du désir de l'analyste. Já da formação do Pour analista, parler, sem falar on ne da peut pas parler de la questão do formation de desejo l'analyste do analista. sans Falar parler da du questão do désir desejo de do l'analyste. Falar da questão do desejo de analista. La question du Cada désir d'un pode- analyste cada qui doit e être o posée. Qu'est-ce hein, que le un que pode peut? responder para essa pergunta. Et chaque un Oh, eu peut répondre à iria cette dizer question, que, provavelmente, chaque claro, individualité. que a Et moi, je formação, répondrais, do bien analista sûr, é que uma coisa la formation de continua, l'analyste uma est coisa une que não une formation pode continue, parar. une formation qui A ne peut partir pas de être uma interrompue, pessoa- a partir do momento que uma pessoa, qui n'est jamais finie. a À gente partir não du vai moment falar où de une psicanalista, personne, a partir do je ne parle momento pas de que uma psychanalyste, pessoa à partir tem d'une personne, desejo para se colocar du num moment où une lugar personne a un onde désir pour se psicanalista pode placer acontecer, sur le lieu, então, à a l'endroit questão où da une formação psychanalyse está peut em avoir jogo. lieu, A questão da formação la está em question de la jogo. formation est en jeu. Vamos dizer, jogo Et de nous palavras, pouvons le dire par un petit jeu de mots. falei disso com a Bárbara. J'en ai déjà parlé avec Barbara d'ailleurs. Ce qui est en jeu ici a à voir avec la question de la déformation. La formation est liée à la question de la déformation. Donc cette formation que nous proposons, que nous avons créée, nous n'avons pas la prétention ou l'illusion d'offrir une formation qui serait finie, fermée de l'analyste. C'est une question qui se pose donc à chacun. C'est un espace où cette question de la déformation peut être stimulée, peut être travaillée. Et telle est la proposition de cette formation. Et Joseph et Barbara d'ailleurs vont être professeurs de cette formation. Un lieu pour stimuler une déformation possible. Voilà. Je crois que Carla avait d'autres. Il y avait d'autres questions qui ont été posées. La première question qui a été posée par Tatiana sur une demande d'indication de texte. Oui, Tatiana demande une indication de texte, des recommandations de comment elle peut commencer à travailler l'œuvre de Lacan. Joseph, Barbara, je pense que d'une certaine façon tu as répondu, puisque l'idée de cette déformation, c'est une expression que je trouve très intéressante. C'est une question qui est posée à partir de chacun. Je pense que c'est toujours à partir d'une question. Chacun doit partir de ses propres questions pour commencer une formation, pour commencer des lectures. Il s'agit d'une recherche individuelle, au-delà du divan, une extension d'une certaine façon, du travail, de l'analyse elle-même. Je pense que c'est un chemin. Essayez peut-être d'en dire quelque chose.
je me souviens d'une très belle histoire. C'est un groupe d'enseignants qui vont voir Maria Montessori, cette médecin, pédagogue, etc. Bon, et qui lui demande qu'est-ce qu'on pourrait lire pour bien comprendre les enfants. Et Maria leur dit, mais apprenez à lire les enfants. Voilà, bon, je répondrai un petit peu sur ce ton-là. Bon, moi, le premier bouquin que j'ai rencontré de Lacan, ça devait être en 67, les écrits venaient de sortir. Bon, j'avais lu, j'étais très jeune, hein, j'avais lu deux, trois bouquins de Freud, bon, pas plus que ça. Puis je tombe sur les écrits de Lacan, c'est un bouquiniste, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai feuilleté le livre et je me suis dit, ce type, c'est un poète extraordinaire. Bon, j'ai pas vu la matière du discours qui était derrière. Je me suis dit, là, il y a une langue qui est au travail, etc. Donc, c'est par ce biais-là, mais comme dit Barbara, je crois que j'ai rencontré le texte de Lacan parce que j'avais déjà ces soucis et je dirais cet appétit pour la langue poétique. Et puis après, bah, évidemment, un peu plus tard, je suis rentré dans le vif du sujet, si vous voulez, quoi. Mais moi, je suis assez d'accord que ça sert à rien de donner des indications, de dire lisez ce bouquin, lisez un autre. Je crois que quand les questions sont là, sont formulées, bah, le hasard fait bien les choses et on tombe sur une lecture qui va nous donner la porte d'entrée. Voilà. Bon. Muito obrigado, Carla. Obrigado. Vamos agora, nós vamos voltar sobre as perguntas e os comentários em português. Vamos ver do lado das perguntas e das questões em francês. Carla, querida, tem comentários? Oui, pour l'instant, nous avons le commentaire de RDR qui remercie Joseph Couzel pour la clarté du propos. Donc, nous n'avons pas d'autres réactions pour l'instant en français, mais si vous voulez, je pourrais transmettre vos commentaires, vos réactions à Joseph Couzel et à Barbara. Merci, obrigado, transmiti-las. Carla. Vamos continuar, Carla. Bon, très bien, nous allons continuer. Carla Lima, est-ce que nous avons des questions en portugais? D'autres questions? Tout à fait, nous avons deux questions pour Joseph. Deux questions qui ont été posées par Marcelo. La première, il demande la chose suivante. Dans le moment actuel que nous vivons, de la pandémie de coronavirus, dans laquelle circulent les récits les plus divers et aussi des fausses nouvelles, des fake news, comment est-ce que la psychanalyse peut se positionner à partir de l'orientation d'une cure par la parole? Une autre question qui a été posée, qui est liée à celle-ci, toujours par Marcel, est la suivante. À partir de ces paroles sur la psychanalyse en tant que traitement par la parole, comment faire une équation avec la dimension du réel dans le moment actuel de la pandémie auquel nous devons faire face? Bon. Il faudrait beaucoup de temps pour pas brader les questions. Bon, j'ai l'impression que les deux questions sont assez liées d'ailleurs. Moi, j'ai essayé de répondre en tout cas au plus près à cette question. La première, j'ai répondu dans un petit bouquin. Je l'enverrai à Benoît, mais je crois qu'il a déménagé. Alors, je ne sais plus trop où il habite. Donc, je lui demanderai son adresse, il me l'enverra. Et un petit bouquin qui m'est venu, je dirais, dans la foulée de cette épreuve que tout le monde a subie, la pandémie. En plus, pour moi, ça a pris une allure un petit peu personnelle, puisque j'ai été opéré du cœur juste avant la pandémie, juste avant le premier confinement, en tout cas en France. Et donc, j'ai été un peu cloué sur une chaise longue pendant quelques mois. Et ça m'a permis de réfléchir. Et effectivement, ce que vous dites, c'est que on a pas mal de blabla de tous les côtés. Je crois que quand il y a l'irruption comme ça d'un effet de réel, alors c'est pas tout à fait le réel auquel Lacan fait allusion. C'est le réel de la matière, le réel, peut-être même le réel de la science.
que la science en est emparée assez rapidement, pour essayer de comprendre. Bon. Mais on voit bien qu'on en a eu, et on ne sait pas répondre autrement, on ne sait pas réagir autrement. Il y a eu une prolifération comme ça de discours un petit peu partout, et finalement, qui pose la question de comment chacun se débrouille avec ça. Hein. Chacun a mobilisé, les uns des bouts de savoir, les autres des choses qu'ils allaient pêcher sur Internet, sur Facebook ou je ne sais quoi, etc. Bon. Et moi, je relirai votre question à ce que Barbara nous commence à avancer. Il faudra beaucoup de temps pour déplier cette question, d'ailleurs, hein, en prenant dans le fil le séminaire de l'éthique. Elle a beaucoup tourné autour de ça. Il me semble que c'est une question qui est centrale. Bon, ça renvoie à chacun comment, dans un moment finalement de déboussolement général, où on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, eh bien, comment chacun finalement est convoqué à ce que Lacan, dans télévision, appelle l'éthique du bien dire. C'est pas l'éthique du bien dire, c'est pas dire bien, dire des belles choses, dire pour faire plaisir à je ne sais qui, dire pour dire qu'on a trouvé la vérité, je ne sais quoi. Ça, il le dit pas vraiment dans télévision. Il faut aller chercher dans un autre texte qui est très rare. C'est les conclusions qu'il fait d'un colloque qu'avait organisé Maud Manoni sur les psychoses il y a très longtemps. Elle avait demandé à Lacan, avec qui elle était en analyse, elle lui avait demandé de faire les conclusions. Et dans ces conclusions, il reprend la question qu'a soulevée Barbara, il reprend la question de, finalement, qu'est-ce qu'il en est de notre désir, en la formulant comme dans le séminaire sur l'éthique, j'agis conformément à mon désir. Eh bien, dans cette conclusion de ces 3 journées sur les psychoses, la façon dont il le dit me paraît très intéressante, c'est qu'il nous donne une piste pour la résoudre. Il la formule de la façon suivante: avons-nous eu de la joie à ce que nous avons fait pendant ces 3 jours? Et je pense que la clé, elle est de ce côté-là. Et que la question du bien dire, ça fait retour quand on parle, soit du côté de la joie, soit du côté de la tristesse. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens autres que de parler. Et puis, on voit qu'est-ce que notre parole porte de notre désir. Hein, moi, je crois que ce prolongement que produit Lacan de sa question éthique, et j'agis conformément à mon désir, eh bien, elle va du côté de la joie, et quelquefois, là, il s'appuie sur Spinoza, c'est pas du côté de la joie, c'est du côté de la tristesse, ce qu'on appelle la dépression. Voilà. Autrement dit, chacun s'en débrouille comme il peut, essaie d'en parler comme il peut, et ça fait retour sous une forme qui n'est pas une forme qu'on puisse maîtriser en tant que telle. Hein. La joie dont je parle, c'est pas la joie qui nous fait sauter au plafond, c'est que il y a des moments dans notre parole, et c'est pour ça que la parole non seulement s'adresse à l'autre, mais s'adresse aussi à soi-même. C'est le sujet qui parle. Et bien, de temps en temps, dans ces retours, on sait qu'on est bien dans nos bottes, voilà, quelque chose comme ça. Moi, je sais pas répondre. Merci, Joseph. Obrigado, Joseph. Barbara, est-ce que tu voudrais prolonger un petit peu cette réflexion? Oui. Joseph a dit quelque chose de très important. Le fait que le désir, c'est quelque chose que je dis souvent, le désir, c'est quelque chose qui articule, mais qui lui-même n'est pas articulable. Il produit des articulations. Il n'y a aucune réponse que l'on pourrait donner du type mon désir c'est cela. Le désir ce n'est pas la volonté. Et le désir n'est pas toujours tourné dans la direction de la joie.
Et c'est très important de rappeler cela. Pour cette raison, la phrase que j'ai apportée de Caligaris me semble intéressante pour illustrer cette idée. Une vie intéressante. Qu'est-ce qu'une vie intéressante? Une vie intéressante, ce serait peut-être être en accord avec ce qui te régit, ce qui te meut. L'éthique de Lacan, l'éthique révisée par Lacan et proposée par Lacan, c'est une éthique du désir, et c'est aussi une éthique de la jouissance, mais d'une jouissance singulière. Ce n'est pas la jouissance d'une volonté quelconque. Et je voudrais aussi faire un commentaire par rapport à la présentation de Joseph. Je me suis souvenu en écoutant ce qu'il nous disait, je me suis souvenu de l'affirmation de Lacan au moment de conclure, l'analyste comme recteur. Et pour revenir un peu à ce que je disais sur l'éthique, je perçois aussi cette question de l'éthique dans ton travail, Joseph. L'analyste comme recteur, ce n'est pas une rhétorique, mais c'est une rectification. C'est une rectification orientée par le réel. Et c'est un petit peu ce que tu as démontré, Joseph, avec la coupure de la bande de Mobius. Et je trouve intéressante cette rectification qui est en réalité qui est éthique en réalité, c'est insérer la division, faire cette coupure chez le sujet, là où la jouissance se réduit, se trouve. Le bavardage de la séance et se résume à cette coupure, cette opération de la coupure chez le sujet, là où le désir est présent. Donc cette idée de l'analyse comme recteur me semble très intéressante pour parler de ce que tu nous as démontré, Joseph. Merci Barbara. Joseph, un commentaire? Obrigado, Barbara. Un commentaire, Joseph, peut-être? Pas juste. Não, é muito justo. Eu gostaria que a gente possa encontrar pessoalmente entre nós para poder conversar. Estou cansado das telas. É um momento difícil, né? Para todos nós. Oui, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais en même temps, il y a une dimension bonne et intéressante, c'est qu'on peut échanger malgré la distance. Il y a ici des gens de France, d'Algérie, des États-Unis, du Mexique. Donc c'est aussi cette dimension, cette belle dimension de ce moment, ce côté international de notre conversation. Même si j'aurais un très grand plaisir, Joseph, de te voir personnellement et de prendre un bon vin avec toi pour parler de tout ça. Carla, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires en portugais? Oui, tout à fait. Il y a une question de Pedro Almeida. Je vais réunir deux questions. Et il y a une question de Pedro sur comment se positionne la psychanalyse lacanienne face à Jacques Derrida. Et Ricardo de Souza aimerait entendre un petit peu plus sur comment se désarticule l'éthique du désir avec l'éthos néolibéral qui accentue l'individualisme et la compétitivité menée à son extrême. Et il remercie aussi les conférenciers pour leurs paroles précises et précieuses. Bon, qui veut commencer à répondre? Barbara, Joseph? J'aurais aussi des choses à dire, mais je vous propose de commencer. Tu as parlé très peu, Benoît. Pourquoi tu peux commencer et ensuite je parlerai? Oui, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce que mon rôle aujourd'hui n'est pas forcément de parler. Mais pour dire une petite chose sur Derrida, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Nous aurons d'ailleurs un autre événement comme celui-ci bientôt, sans problème technique, avec deux invités, une psychanalyste
très importante que j'aime beaucoup, Monica Godoy, et un psychanalyste belge qui travaille en France, Fabrice Bourlaise. Fabrice a beaucoup travaillé sur cette question sur Jacques Derrida. Il vient d'écrire un article sur la relation entre psychanalyse et Derrida. Sur Derrida, je voudrais dire qu'il y a un dialogue entre Lacan et Derrida qui n'est pas forcément très perceptible, mais qu'on arrive à lire entre les lignes. Lorsqu'on accompagne de près l'œuvre de Lacan et lorsqu'on accompagne de près l'œuvre de Derrida. Il y a une espèce de... Il n'y a pas une grande affection entre les deux, mais en même temps, on peut dire qu'il y a... que Lacan a beaucoup profité d'avancées théoriques de Derrida, et je pense que c'est aussi réciproque. Je ne vais pas beaucoup parler des différences, des conflits entre les deux, mais je peux dire qu'il y a des aspects en commun, une dimension qui est partagée. Il y a deux références de Derrida là-dessus qui me semblent intéressantes. Une question a été posée à Derrida, qu'est-ce que la déconstruction? Et il dit une certaine attention aux structures. Voilà. Et une autre référence qui me semble importante, une autre fois, à un autre moment, on lui a demandé, bon alors Derrida, tu dis ce que n'est pas la déconstruction, mais qu'est-ce que la déconstruction? Et il répond ceci, si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique, comme un mot d'ordre, je dirais sans phrase, plus d'une langue, plus qu'une langue, mais que uma língua. Et alors ça, je trouve que c'est une référence. Isso eu acho que é uma referência que me fala muito, que fala muito com o meu trabalho de psicanalista a partir da orientação lacaniana. Não somente porque eu trabalho em várias línguas, mas também porque eu acredito que a experiência analítica é uma experiência entre as línguas. Mesmo se nós falamos apenas uma língua durante toda a nossa análise, e apenas uma língua com o psicanalista, há uma coisa de mais, pelo menos mais do que uma língua. Bárbara. J'aimerais commenter un petit peu, Benoît, cette question qui a été posée sur l'éthos néolibéral. Il me semble que Lacan, dans sa révision de l'éthique, je crois qu'il a exploré beaucoup cette question. Il propose un pacte social à partir de la différence, la singularité du sujet et les différences de jouissance. Et je pense que c'est une posture de fait antiraciste, non ségrégationniste. Je pense qu'il y a beaucoup à prendre et à parier à partir de la psychanalyse dans cette articulation entre l'éthos néolibéral, face à l'éthos néolibéral que l'on voit s'étendre d'une façon terrible sur nous, surtout au Brésil. Et je pense qu'on pourrait en retirer plus de la psychanalyse sur tout cela. Telle est la question que j'ai posée à la fin de la présentation. Est-ce que nous avons déjà réalisé la portée de l'éthique psychanalytique de la psychanalyse par rapport au collectif, par rapport à la collectivité? Et nous percevons que ce n'est pas une collection d'individus. Comme Lacan le dit, cette initiation du sujet, chacun avec sa jouissance, avec sa langue, comme le dit Benoît. Des langues différentes, des goûts différents, des jouissances différentes. Je pense que nous devons
nous pouvons retirer plus de cette extension de la psychanalyse. Merci beaucoup, Barbara. Joseph, est-ce que tu veux commenter quelque chose? Oui, oui. Je veux bien embrayer sur ce que dit Barbara. Effectivement, alors je crois que c'est Ricardo qui a posé la question. Il pose une question qui est centrale. À quoi servirait la psychanalyse si ça n'avait aucun effet, ni chez les sujets, ni dans la culture telle qu'elle est la nôtre aujourd'hui? Je veux dire, il y a longtemps qu'on aurait tout mis à la poubelle, quoi. Non, je crois qu'il y a un point d'incise qui vient de la psychanalyse, qui est lié à la question du désir, comme Barbara a pu le soulever, c'est-à-dire que le désir lui-même, il est sans objet. Il n'y a aucun objet, c'est ça la constitution de l'être humain. C'est un être humain qui est troué. Il y a il y a un poète qui dit que Valère Novarina, que j'aime beaucoup, il dit que l'être humain, il est né avec un trou dedans. Voilà, nous sommes nés avec un trou dedans. Autrement dit, notre constitution, et c'est là-dessus que se greffe le désir, fait qu'aucun objet au monde ne peut produire la satisfaction. Et on voit bien comment, en posant les choses comme ça, eh bien, ça vient faire pièce à, effectivement, ce qui est le mot d'ordre du capitalisme, à savoir, produisons des objets et consommons, consommons, consommons. Hein. C'est-à-dire qu'à la place de cet objet qui n'existe pas, que Lacan appelait l'objet petit a, c'est un objet qui n'existe pas, qui est l'objet qui fait relance au désir en permanence, l'objet cause du désir, comme il dit Lacan, eh bien, à cette place, il y a une espèce de montage qu'a produit le capitalisme. Les bons objets, on les a, donc consommez-les. Donc, on voit bien que la pièce, l'usage et l'exercice de la psychanalyse, autant pour les analyses que pour les analysants, produit un effet révolutionnaire, il me semble, par rapport à la consommation des objets, en disant, bon, voilà, hein, il n'y a pas d'objet qui puisse fermer et étouffer le désir. Voilà, ça, c'est vachement important, parce que moi, je pense qu'on nous parle beaucoup de plan de relance là, après le confinement et pandémie et tout. Le seul plan de relance qui est tenable, c'est le plan de relance du désir. Voilà, c'est la seule économie, c'est l'économie psychique qui peut nous sortir d'affaires. Voilà. Et alors, la question que soulève Barbara, parce que une incidence, il me semble, de la psychanalyse sur le lien social, c'est-à-dire comment ça tient cette affaire-là. On voit bien que le capitalisme est une machine, comme disait Pierre Bourdieu, quand même quelqu'un, c'est cela qui nous a amené des éléments essentiels, c'est une machine à casser les collectifs. Et bien, du côté de la psychanalyse, on voit que finalement, on soutient le lien social comme commerce de la parole, comme échange de parole. C'est ça qui nous tient ensemble, c'est qu'on se parle. Et il me semble que le capitalisme, on ne l'a peut-être pas trop vu, c'est que le capitalisme fait tout pour qu'on ne parle pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dit rien, mais on dit quoi? On échange des trucs sur la dernière bagnole qu'on a achetée, je ne sais pas quoi, enfin des objets de consommation. C'est-à-dire que là où on pense consommer, même dans nos paroles, on est soi-même objet de consommation. Nous sommes devenus des objets de consommation. Donc, moi, j'appelle en prenant appui sur la psychanalyse, dans ce qu'elle a de plus fort, à produire un véritable renversement par rapport au capitalisme. Voilà, bon. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est. Merci, Joseph. Obrigado, Bárbara. A gente ultrapassou a hora, mas é porque a gente estava com dificuldade para começar. Vamos fechar em breve, mas antes de fechar, eu queria dar mais uma vez a fala para Carla Ferro. Nós temos uma última pergunta em francês, depois vamos voltar do lado das perguntas em português. Carla Ferro. Carla. Oui, merci. En fait, c'est une question que moi, je voudrais poser à Joseph Roset. Je profite, en fait, de votre présence ici parce que vous êtes mentionné dans un beau passage du livre de Guillaume Lemaire que j'ai traduit. Et donc, je vais citer ce passage. Il dit... Le nourrisson accède au monde par son cri. Le sujet accède aux politiques par son refus. Les cabinets de psychanalyse se transforment en gueuloirs à la Flaubert, comme dit Rosel.
Donc, j'ai trouvé que c'est un très beau passage. Et je C'est voudrais vrai. vous demander si vous pouvez nous en dire un peu plus. Ah, mais Merci. moi, je veux bien, mais je vais recommencer pendant 1 heure à peu près ce que j'ai dit. En reprenant la citation de Lacan, c'est une pratique de bavardage. Effectivement, le terme de gueuloir, je ne sais pas si vous le savez, là, je fais allusion dans ce que reprend Guillaume, je fais allusion à la façon dont Gustave Flaubert travaillait ses textes. Il les travaillait évidemment par écrit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi, ça m'est arrivé il y a quelque temps à la Grande Bibliothèque de France de Paris. Eh bien, non seulement il travaillait, je veux dire, la matière littérale de l'écriture, mais ensuite on s'est un petit peu fixé. Il fallait beaucoup de temps. Ces manuscrits sont des brouillons pleins de ratages et tout, c'est totalement illisible. Et ensuite, eh bien, il les mettait à l'épreuve de la voix. C'est-à-dire qu'il les gueulait dans un lieu qu'il appelait le gueuloir. Donc, je trouve que ça. Moi, je vous remercie de cette reprise. Ça va tout à fait dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que, à la fois, pour Flaubert, c'est que ça tienne et du côté de la lettre et du côté de la foi. On devrait, c'est vrai, utiliser les cabinets de psychanalyse. J'ai quelques patients qui sont pris de foi, hein, qui viennent gueuler littéralement. Merci Merci Joseph. On peut rappeler que ce livre que Carla a mentionné et qu'elle a traduit du français par le portugais, que c'est un livre de Guillaume Nemer que nous allons publier très bientôt en portugais ici au Brésil. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière réaction en portugais? Carl? Oui, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais en sélectionner quelques-unes pour que nous puissions conclure. Il y a 2 commentaires que je vais résumer brièvement. Guilherme, qui avait posé la question sur les 2 années de formation, il complète en disant, à partir des réponses, il nous dit qu'il croit à la formation continue et il pense que lorsque nous parlons de formation, les personnes cherchent cette idée d'un début d'une formation, par où commencer, et ils pensent que ce sont des équivoques. Ce sont des équivoques liés à plusieurs cours de formation de la psychanalyse. Et ils pensent que ces types de formations devraient être subvertis. Et Héloïse nous dit à quel point c'est important les paroles apportées par Barbara, puisque l'analyste s'articule à une pratique qui va au-delà d'un discours thérapeutique, d'un discours médical. Et à partir de ce désir, elle pose une question. Pardon, non, elle ne pose pas une question, elle fait un commentaire. C'est un commentaire qu'elle fait. En circulant autour de ce désir, il existe une question qui est posée. Que voulez-vous obtenir? Et cette question implique le point où commence l'analyse. Aller au-delà du bien-être. Il y a une question tournée qui est posée à Barbara. Comment la psychanalyse écoute l'éthique de Lacan en contrepoint avec les effets du capital sur le réel? Le capital rompt le désir. Comment ne pas céder au désir, surtout pour les personnes les plus vulnérables, puisqu'au Brésil est imposée actuellement une nécropolitique et comme conséquence un génocide? Ça, c'est une question posée par Bruno. Il y a d'autres questions, mais je vais m'arrêter par ici parce que je pense que cela nous permet déjà de conclure. Merci beaucoup, Carl. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais nous allons nous arrêter sur ces dernières questions. Est-ce que tu peux essayer de faire une réponse synthétique et brève, Barbara? Oui, cette question pourrait nous emmener très loin, mais j'aimerais faire un rapide commentaire. Le travail de Lacan a une dimension très logique. On voit que là où il y a une obligation de la jouissance, le désir cède. Les 2 choses ne peuvent pas cohabiter. La volonté de jouissance l'obligation de jouissance va obturer le sujet.
Cette obligation obture la fissure par laquelle le sujet désirant respire. Je pense que c'est cela. À chaque fois qu'il y a une perversité comme celle que l'on peut voir actuellement, une injonction qui vient du surmoi, une obligation dans le champ de la jouissance ou dans le champ du devoir, on obture, il y a une chute du désir qui a lieu. Voilà. Merci beaucoup. Bientôt, vous pourrez voir, il y aura une nouvelle proposition qui va être faite pour une nouvelle invitation qui va être faite pour une rencontre et une conférence réalisée par l'IIP avec 2 autres professeurs de la formation. Nous allons bientôt diffuser ce prochain événement. En attendant, je voudrais remercier beaucoup tous les interprètes de notre équipe, français, portugais, langue des signes. Remercier beaucoup les 2 Carla qui ont fait ce travail de restitution des questions. Remercier beaucoup Gabriel de l'équipe technique qui a très bien travaillé aujourd'hui malgré les difficultés techniques. Chère Dorothée, merci beaucoup pour tout. Sans toi, cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Joseph, un immense merci pour tout. Barbara également, merci beaucoup pour tout. C'était un très grand honneur pour nous de vous recevoir tous les deux. Et ce sera un plaisir de vous accompagner dans notre formation. Je vous embrasse tous et j'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié, vous allez voir sur le site, il y a des photographies très belles. Ce sont des photographies de Valérie Schmidt. Dorothée va mentionner maintenant son nom sur le chat. Je vous invite à connaître son travail. C'est une grande photographe française. Elle nous a cédé gentiment certaines de ses photographies pour le site de l'Institut international de psychanalyse. Vous savez que photographie, étymologiquement, veut dire écrire avec la lumière. Et Valérie Schmidt est une grande écrivaine à partir de la lumière. Voilà, je vous invite à découvrir ces photographies sur notre site et aussi sur son site à elle. Merci beaucoup encore une fois. Je suis désolé pour tous les problèmes techniques que nous avons eus aujourd'hui. Nous allons clore donc cet événement. Je vous souhaite un très bon week-end. Et encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents et pour tout ce travail. Merci beaucoup. Au revoir.